Salut, aujourd'hui nous nous retrouvons ici là pour continuer notre module qui concerne ici là, le HTML et CSS. Alors dans cette vidéo, bien dans ce chapitre, nous allons ici introduire avec le web design et le CSS. Alors nous allons ici nous en présenter ici comment est-ce qu'on va faire pour embellir, bien pour rendre notre site web attractif et plus beau quoi. Comme toujours, sur votre formateur Kamel Djolako, développeur de logiciels. Donc, notre cours est consacré ici là au CSS et au web design. Et lorsqu'on parle de CSS, vous allez voir tout au long de ce cours, de cette vidéo, vous allez comprendre ce que c'est que le CSS et le web design. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, nous allons ici introduire le langage CSS. Ensuite, nous allons ici là montrer comment est-ce qu'on utilise ici là le langage CSS. En troisième position, nous allons ensuite parler ici des propriétés display qui vont nous permettre de gérer ici là le positionnement des éléments, bien l'affichage des éléments. Nous allons parler ici là des pseudo-classes qui sont ici utilisées pour voir ici là cibler les éléments. Les éléments qu'on va ici là styler un temps pour moi. Nous allons ici là parler ici là des directives et des sélecteurs. Comment est-ce qu'on va faire ici là pour pouvoir dire que bon, ce paragraphe ou bien ce titre, mets-toi en rouge. Comment on va le faire? Et enfin, nous allons parler ici là du positionnement. Comment est-ce qu'on va ici là positionner les éléments dans une page? Tant pour moi. Alors avant de commencer, j'aimerais d'abord rappeler quelque chose. Alors ce cours se veut ici là pratique et théorique. Il faut bien préciser. Donc nous allons faire d'abord toute une partie théorique au début et à la fin nous allons un peu pratiquer. Pourquoi la théorie? La théorie est très importante lorsqu'on parle ici là de développement informatique, notamment ici lorsqu'on code. Parce que vous ne pouvez pas ici aller écrire du code sans connaître ici là le basique, sans connaître les syntaxes. Il faut d'abord ici là lire ou bien alors vous documenter sur une vidéo comme celle-ci qui vous explique ici là les fondamentaux en ce qui concerne ici là le langage. Donc c'est très important, il ne faut pas vous lancer dans le code sans avoir ici là lu ou bien sans avoir ici pris connaissance de la documentation d'un langage. Alors HTML ici et CSS et JavaScript aussi ont des tâches ici là différentes. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a parlé de HTML dans la précédente vidéo, un cours de 3 heures où nous avons ici là fait une formation complète, un cours complet en ce qui concerne ici le HTML. Alors le HTML ici c'est un langage de description. Alors pourquoi de description? On dit qu'il est un langage de description parce qu'il va nous permettre là de créer la structure de notre page et de définir ça le contenu. Il va nous permettre de structurer une page web et d'insérer ici là les différents contenus. Par exemple, on va mettre là des images, on va mettre là du texte, on va mettre là de l'audio. C'est grâce ici là au HTML. CSS quant à lui est un langage aussi de description, mais le rôle de CSS c'est de rendre notre page ou bien notre site web magnifique. JavaScript c'est un autre langage qui est plutôt un langage de script, de programmation proprement dit, que nous allons voir ici dans le prochain module. JavaScript permet de faire quoi? De créer ici là une interaction avec l'utilisateur. Par exemple, lorsqu'on va ici cliquer sur un bouton, nous avons vu le bouton dans la précédente vidéo dans le cours de HTML et nous avons vu aussi là les formulaires. Alors JavaScript par exemple va nous permettre de vérifier si les informations que l'utilisateur entre dans un formulaire sont correctes. Donc il va cliquer sur le bouton par exemple valider mes informations. JavaScript dans un premier temps va se charger par exemple de contrôler si les champs ont été bien remplis, bien si les champs respectent certaines propriétés qu'on a définies au préalable. Alors, si vous maîtrisez cela, le HTML, le CSS, le JavaScript, alors vous connaissez pratiquement vous connaissez pratiquement tout. Je dirais tout parce que de nos jours, le HTML, le CSS, le JavaScript sont des langages intenables. Raison pour laquelle on dit la combinaison de ces langages font le web.
Donc HTML, CSS et JavaScript font le web. Vous allez voir de nos jours, toutes les technologies qui sont créées tournent autour de JavaScript. Et HTML, CSS vient cela compléter cela pour créer des sites web parfaits. Donc vous pouvez faire ces trois langages et ne que vous intéresser à ça et gagner votre vie de manière notable, quoi. Alors, revenons un peu sur le HTML. Nous avons dit que le HTML permettait cela de donner la structure de notre page, de structurer notre page et cela afin de cela d'ajouter sur un contenu. Prenons l'exemple ici là du cas du piano. Considérons que notre site web à créer c'est le piano. Donc le projet de ce projet web c'est de créer un piano. Il faut d'abord qu'on ait une structure de notre piano. Là par exemple, ce que vous voyez c'est la structure. Prenez le laser. Ce que vous voyez par exemple là c'est la structure. Ce carré, ce rectangle, autant pour moi. On a la structure avec un contenu. On sait que c'est le piano Yamaha MX49 qu'on veut créer. Ça c'est notre projet site web. Qu'est-ce que CSS va faire? Vous voyez, avec CSS, on va essayer de venir embellir notre piano. Tout à l'heure, on a créé la structure. Cette page est déjà structurée avec tous les éléments. Mais on ne voit pas tous les éléments. Ou bien du moins, on ne voit pas des couleurs, on ne voit pas des boutons rouges, on ne voit pas... En fait, il n'y a pas de design, quoi. Mais pourtant, tout est là. La structure est déjà définie. Le CSS vient ici, là, nous permettre d'embellir tout cela. Vous voyez, on a maintenant là des touches blanches et des touches noires. C'est CSS qui nous permet de faire ça. Avec CSS, on va pouvoir définir une couleur noire. On va définir des espacements de manière ici là de manière parfaite. On va donner la couleur, on va positionner les éléments. Par exemple, ici, on a positionné ce texte ici, on a positionné ce texte là, on a positionné ce texte là. Vous voyez, c'est le CSS qui va permettre de faire ça. Et à la fin, pour ajouter ici là l'interaction, pour pouvoir démarrer par exemple avec le son, pour pouvoir écouter, pour que lorsqu'on va cliquer par exemple sur une touche, si on clique par exemple sur cette touche blanche, ou bien si on clique sur cette touche noire, on peut entendre le son, la note. C'est du JavaScript. JavaScript va nous permettre de faire cela. Donc, lorsqu'on était sur CSS ici là, les touches ici par exemple ne produisaient aucun son, aucune musique. Car c'était juste de la conception, le design. On parle là de conception web ou bien là de design. Avec JavaScript, toutes ces touches là, lorsqu'on va cliquer dessus, ils vont y mettre ici un son. Alors revenons ici à notre chapitre, à notre module concernant ici là le CSS. HTML est un langage de description. On a parlé du HTML dans le cours précédent. 3 heures de vidéo complète. Maintenant là nous nous intéressons ici au CSS. Le CSS ici est un langage de description. Tout comme ici là le HTML. Mais contrairement ici là au HTML, le CSS nous permet ici là de styler, d'embellir, de rendre joli nos pages web. CSS signifie ici Cascading Style Sheet ou encore feuille de style en cascade. C'est un langage différent du HTML comme je l'ai pourtant dit. C'est vrai que les deux sont des langages de description, mais il est différent quand lui ici là embellit, comme j'ai dit, il permet de faire du design de notre page web, de donner un design joli à notre page ou à notre document HTML. Et à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, nous sommes à la version ici là 3 du langage CSS. Le CSS va nous apporter plusieurs avantages. Premièrement, il va nous permettre de centraliser et de fabriquer ici là les éléments de mise en page dans un fichier externe. Alors pourquoi je dis cela? Si vous vous rappelez bien, lorsqu'on faisait le cours sur le HTML, ou bien vous pouvez faire des recherches dessus, il est possible de styler des pages HTML en utilisant ici là des propriétés en HTML.
Mais cette technique-là n'est pas très jolie parce qu'on aura toujours un code qui sera très touffu. Pourtant, avec le CSS, on va styler notre page en créant ici un fichier externe et définir nos styles. Tout ce qu'on veut. Deuxièmement, il sépare le design et le contenu. Alors, toujours comme j'ai dit, il sépare le design et le contenu. C'est-à-dire quoi? On aura ici une page qui va ici là être spécifique au contenu et on aura une page qui va être spécifique au design. Donc on ne va pas mélanger les deux dans une même page. C'est l'avantage du CSS. Et cela va nous permettre là de réduire la taille de nos pages. Non seulement pour les... Et ce qu'il faut noter, c'est que le CSS s'applique aussi à d'autres langages comme par exemple le XML, avec notamment ici là du SVG. SVG, c'est un format ici qui est utilisé pour des images vectorielles. Alors, le CSS va nous offrir ici là plusieurs possibilités. Premièrement, le CSS va nous permettre de définir la mise en page de notre document en agissant sur plusieurs éléments. Grâce au CSS, par exemple, on va pouvoir modifier l'arrière-plan de notre page. Par exemple, vous allez voir par exemple sur Facebook ou bien sur LinkedIn, l'arrière-plan est toujours blanc. On a un arrière-plan qui est blanc, de couleur blanche. On pourra changer cette couleur. Par exemple, quand vous mettez votre téléphone par exemple en mode sombre, vous voyez l'arrière-plan est modifié en noir et le texte passe en blanc. C'est ce qui permet de faire ça. Donc grâce au CSS, on va pouvoir ici là modifier l'arrière-plan ou bien le background. Ça c'est de manière technique, on appelle ça le background de notre page, que ce soit la couleur, que ce soit mettre une image en arrière-plan. On va pouvoir ici là modifier la police. Par exemple, la couleur de nos tests. Est-ce qu'on va mettre notre test en gras? Est-ce qu'on va changer la famille? Est-ce qu'on va mettre notre test en Arial? Est-ce qu'on va mettre notre test en Times New Roman? Etc. Avec le CSS, on va pouvoir donner des bordures, par exemple, à nos blocs. On va pouvoir donner des marges. On va pouvoir espacer. Par exemple, on va pouvoir avoir des images. On va pouvoir les espacer. Espacer nos blocs. Donner des marges à des éléments. Et en CSS, on a ce qu'on appelle des propriétés. Et toutes ces propriétés-là vont être appliquées à des éléments, par exemple, aux balises. Nous avons vu les balises dans notre cours sur le HTML. On pourra peut-être appliquer un style aux balises H1. On pourra appliquer un style aux balises P. On pourra appliquer un style aux balises UL. Ça, c'est de 1. On pourra aussi agir sur des attributs. Nous avons parlé ici des attributs lorsqu'on faisait le cours sur le HTML. Alors si tu n'as pas fait ça, je te suggère d'aller te mettre à jour. On va aussi agir sur les attributs. Et parmi les attributs qu'on utilise le plus souvent ici, on avons ici l'attribut classe et l'attribut ici là ID. Que les identifiants. Alors nous allons entrer en profondeur dans la suite de cette vidéo. Bon, avant de continuer, il y a d'abord un avertissement. Alors la syntaxe ici là du CSS est très facile. Là, je vous rassure, elle est très facile. C'est facile. Vous devez vous concentrer ici là sur le vocabulaire pour un début. Car le CSS ici là possède ici là de nombreuses propriétés. On a tellement de propriétés. Quand vous voyez par exemple un site qui est très joli, qui est très beau, parce qu'on a appliqué un tas de propriétés. Il est impossible pour un développeur de maîtriser toutes ces propriétés-là. Raison pour laquelle je vous parle ici là d'un cours théorique. Vous devez faire de la théorie afin de pratiquer après. Parce que si vous ne lisez pas chaque jour, mais si vous ne vous documentez pas, ou vous ne faites pas des recherches, il sera compliqué pour vous d'avancer de manière easy quoi. Alors notre niveau CSS cela reposera principalement sur la pratique et les expériences. Il s'agit d'un langage, c'est la descriptif comme je l'ai rappelé. On n'a pas de variable ici, on n'a pas de boucle, on n'a pas d'opérateur conditionnel. Donc ce n'est pas un langage de programmation. PHP est purement un langage descriptif. Comment donc utiliser ici là le CSS? Alors avant de pouvoir utiliser le CSS, nous allons parler ici
de la notion de découpage. Le fameux div, si vous vous rappelez bien, qui permet de découper notre page. Et c'est très utilisé de nos jours. C'est vrai qu'il y a le HTML5 qui vient avec plusieurs autres balises. Mais le plus souvent, lorsqu'on veut donner des divisions, lorsqu'on veut découper une page, on utilise le plus souvent les divs qui sont passés par exemple dans les nouvelles balises qui existaient là. Alors avec le div, on va diviser ici là notre document. Et la balise div, nous l'avons vu dans le chapitre précédent, c'est une balise de type bloc. C'est-à-dire quoi, son contenu est en bloc. Chaque fois qu'on va ajouter une balise div dans le document, nous allons avoir un retour directement à la ligne. Et il est utilisé ici là pour séparer chaque partie importante de notre site web. Donc comme je disais tantôt, il va nous permettre de diviser notre site web en plusieurs parties. Les parties qui sont importantes, on va les mettre dans des divisions, dans des divs. Et parce que quoi, il va nous faciliter ici là l'application ici là du CSS. Ce n'est que ça, il n'y a rien de particulier dessus. Vous pouvez utiliser toute autre balise, mais la balise div est très recommandée quoi. Donc pour moi, elle est recommandée. Alors pour découper par exemple une page, voici un exemple très simple d'une page web. Dans une page web, vous trouvez toujours ce qu'on appelle une bannière. Après la bannière, vous pourrez avoir ici là un menu de navigation. Dans un menu, un endroit où il y a des liens où on peut cliquer pour aller dans les différentes pages du site. C'est un site web que nous sommes en train de construire. Nous avons toujours une partie principale où on décrit cela, où on présente de manière succincte notre contenu en fait. Donc si par exemple c'est un site de réseau social, dans le main content de la partie principale, nous avons par exemple le fil d'actualité, l'affichage ici là des images et des posts, les vidéos, etc. Enfin, nous avons toujours dans les sites web, dans les pages, la partie footer où on précise parfois ici là les droits d'auteur par exemple. Et beaucoup d'autres choses quoi. Vous pouvez toujours mettre aussi là par exemple le menu de navigation plutôt en bas. En fait c'est pour guider en fait l'internaute. Vous voyez, ça c'est le découpage que nous avons fait. Et comme vous pouvez le voir, nous avons utilisé ici là le HTML dans sa version 5. Nous avons là découpé notre page en 4 principales parties. La première partie, nous avons utilisé une balise div. Nous avons donné un identifiant qui est banner. Dans cette balise div, nous insérons ici une image qui s'appelle ici la ban.jpg. On utilise l'attribut ici la ss pour ajouter notre image. Et on met ici l'attribut alt pour nommer ici là cette image au suivant par exemple et s'affichera. Alors nous avons la balise nav qui va nous permettre de définir le menu de navigation. Dans cette balise, on utilise ici là une balise UL pour définir une liste non numérotée, non ordonnée. Nous avons 2 éléments dans la liste qui sont 2 pages. Quand on utilise l'attribut 2 pages, on utilise ici là la balise A pour définir là des liens. L'attribut ref pour donner ici là la page ou le chemin d'accès à la page qu'on va accéder lorsqu'on va cliquer par exemple sur le lien qui sera c'est le menu. Ensuite, nous avons ici là le header de notre document. Il contient ici là le titre, un titre. Ça c'est le main content. Ensuite, le footer qui précise les droits d'auteur, etc. Voilà, je devais mettre 2022, j'ai complètement oublié. Alors voici le résultat de notre page sans le CSS. Vous pouvez bien le voir. Voilà le HTML, simplement. Voici le résultat sans utiliser du CSS. Vous voyez que c'est pas très joli. Vous voyez là, on a notre menu avec des points soulignés. C'est pas très joli quoi. Voyons voir comment est-ce que le CSS va permettre d'embellir cette page. Voilà, avec le CSS, on aura un exemple comme ça. Vous voyez que là, c'est plus joli, c'est plus joli. On peut faire mieux, oui, on peut faire mieux, mais là, c'est plus joli. Regardez, ça c'était le HTML simple, ça c'est avec le CSS. C'est plus joli là, comme ça. Bon, une fois que nous avons défini cela, comment est-ce qu'on va donc placer le CSS? Comment est-ce qu'on va utiliser le CSS? Puisque nous allons voir comment utiliser le CSS. Où est-ce qu'on doit placer le CSS lorsqu'on est en train d'écrire du code
HTML. Il y a plusieurs méthodes. Principalement, nous avons 3. La première consiste à faire quoi? Utiliser une balise, un attribut autant pour moi, style. Donc si vous voulez appliquer le CSS à un document, il n'y a rien à faire. Vous allez juste dans votre document HTML, vous ciblez votre balise, l'élément auquel vous voulez appliquer un style, vous donnez l'attribut style, comme vous voyez là. Vous définissez par exemple, là on définit la couleur. Bon, ne vous inquiétez pas sur le code, la syntaxe, on va voir la syntaxe. On va voir la syntaxe toujours dans cette vidéo. Ça c'est juste un exemple quoi. Donc on utilise ici l'attribut style. Et cette méthode s'appelle quoi? La méthode inline. Ou encore la méthode en ligne. Donc on va définir directement le style sur l'élément. Là par exemple on était sur un span qui affiche par exemple le texte. On va définir directement notre style. On va dire quoi? Que ce texte-ci, ou bien le texte sera dorénavant rouge. Aura une couleur comme color 2.head. C'est ce que vous voyez ici là en résultat. Là c'est le résultat. Alors cette méthode n'est pas encouragée parce que c'est difficile ici à maintenir. Parce que imaginez si vous avez un site web qui a plus de 500 000 lignes de code et que vous voulez changer à chaque fois la couleur des spans. Vous voyez que ça sera fastidieux. La deuxième méthode vient un peu résoudre ça. C'est une méthode qu'on appelle ici là la méthode de feuille de style interne. Alors dans cette méthode, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir ici là une balise style dans le head de notre document. Ça peut se placer dans le body, mais on recommande le plus souvent de le placer dans la balise, entre la balise head et /head. Vous voyez là, on déclare notre balise style. On donne notre type là, c'est pour dire qu'on a en train de faire du CSS, on précise là, text/CSS. Voilà, par exemple, on dit que le paragraphe doit être de couleur bleue, on va la P color blue. Là, on a défini le style que tous les paragraphes auront dans notre document. Bon, l'inconvénient ici avec cette méthode, c'est que elle ne sera accessible qu'à la page où on a défini cela. Donc, rien que dans la page que nous sommes en train de modifier, toutes les autres pages ne vont pas connaître ce style. Alors, les deux premières méthodes ont des limites. Raison pour laquelle on a créé la troisième méthode, la plus utilisée, la plus recommandée aussi. C'est les feuilles de style externes. Alors ici, ce qui va se passer, c'est quoi? On va créer un fichier à part. Et on va définir nos styles dans ce fichier là. Donc tout ce qu'on voudra sera défini dans le fichier externe. Si on veut que l'image soit ronde, si on veut que le texte soit jaune, si on veut que le menu se positionne à droite, si on veut que le menu se positionne en bas, à gauche, on va définir tout cela dans un fichier externe. Et l'avantage du fichier externe, c'est quoi? On va juste appeler ce fichier dans toutes les pages de nos sites web, dans toutes les pages de notre site web. Vous voyez que ça là, ça sera un peu plus élégant, plus facile à maintenir. Et cette méthode offre ce qu'on appelle en informatique la séparation des responsabilités, ou alors separation of content. Donc on va attribuer à chaque chose, à chaque élément, uniquement ce qu'il doit faire. On ne doit pas mélanger ici les différents éléments. Donc chaque par exemple page va recevoir les styles qui lui concernent uniquement. Et pour placer cela, on utilise le code, la balise qu'on appelle la balise link. Et cette balise, elle va s'introduire là entre la balise head et /head. Toujours. Donc on va mettre la link. On va préciser l'attribut ref qui prend là le chemin d'accès à notre fichier CSS qu'on a créé. Donc chaque fichier CSS, tout fichier CSS a pour extension cela .css. Tout comme les fichiers HTML avec pour extension .html. Donc avec le CSS, on va créer notre fichier, comme j'ai dit, en externe. C'est-à-dire quoi, si notre site web s'appelle par exemple réseau social, c'est le dossier. Dans ce dossier, on aura par exemple notre fichier HTML qui aura pour nom par exemple accueil.html. Et maintenant, on aura aussi là notre fichier aussi css.html, main.css autant pour moi, dans le même dossier. Dans la page
HTML. Dans le document HTML, on va juste appeler notre document en précisant cette balise ici. Donc link, la balise est link. On précise l'attribut ref qui va prendre ici là le chemin d'accès à notre fichier CSS. On précise ici là l'attribut média, c'est pas obligatoire, mais média c'est pour définir quels sont les médias, ou bien quel média va prendre en compte notre CSS. Donc sur quel média ce CSS sera appliqué. Par exemple, lorsqu'on crée des sites web, on a des versions mobiles, on a des versions desktop, on a des versions large écran. Donc on peut définir notre CSS de telle sorte que lorsqu'on est sur le téléphone, le CSS fait ceci. Lorsqu'on est sur l'ordinateur, un grand écran, le CSS fait ceci. Lorsqu'on veut imprimer par exemple un document, le CSS fait ceci. Par exemple, vous pouvez empêcher par exemple l'impression d'une page web. Par exemple, vous voulez pas que les gens impriment une page de votre site. Vous pouvez le faire avec le CSS. Ça fait qu'on contourne parfois ça, mais le CSS peut empêcher par exemple l'impression d'une page. Donc par exemple, vous dites à l'impression print, vous dites par exemple tous les balises, vous retirez toutes les balises en fait. Display none. On précise l'attribut rel qui définit quel type de document, style sheet. On précise le type, c'est quoi? C'est du texte CSS. Alors là maintenant nous aventurons ici dans la syntaxe du CSS. Donc le CSS comme le HTML a une syntaxe. Et pour définir un style, il y a ce qu'on appelle les règles. Une règle est constituée de quoi? Nous avons un sélecteur. Ça c'est une règle par exemple. Nous avons là le sélecteur. On va sélectionner un élément. On va l'appliquer une propriété et lui donner une valeur. On sélectionne un élément, on définit la propriété qu'on veut modifier et on donne la valeur. Un exemple, nous voulons par exemple que un paragraphe de notre page web ait une couleur d'arrière-plan blanche, du texte en noir et la font famille et la famille de l'écriture Vedana. Ce qu'on se fait, c'est quoi? On va dire quel élément nous on veut sélectionner. Le paragraphe. On veut que tous les paragraphes de notre page, on sélectionne la P qui va sélectionner tous les paragraphes de notre document. On va ouvrir cela, la accolade ouvrante, accolade fermante. À l'intérieur, on va dire background color par exemple. Ça c'est une propriété qui permet de définir une couleur d'arrière-plan. Ça peut être une image, on va mettre la background image. On a la propriété color. On peut prendre la valeur black. On peut prendre red, toutes les couleurs que vous connaissez en anglais. On va la font family qui va permettre de définir la famille comme j'ai pourtant dit. Ici là nous avons par exemple Vedana. Alors vous voyez ici on a mis donné deux valeurs. Pourquoi deux? Lorsqu'on définit la font family, on peut mettre plusieurs valeurs pour dire quoi? Si par exemple cette police, si cette font-ci n'existe pas sur l'ordinateur, alors on va utiliser celle-ci. C'est ce que ça signifie quoi. Donc si celle-ci n'existe pas, celle-ci sera utilisée par défaut. Donc vous voyez, ça c'est la syntaxe et il faut mettre cela par cœur. Pour faire la syntaxe, c'est quoi? On a le sélecteur, on a les accolades ouvrantes, on a les différentes propriétés. Donc il peut y avoir plus de 1000 propriétés avec ce sélecteur, plus de 1000. Donc pour ça vous voyez mis 3 points de suspension. Donc j'ai mis les points de suspension pour moi. Donc c'est parce qu'on a plusieurs propriétés qu'on peut appliquer à un élément. On sélectionne un élément, on définit la propriété, on donne la valeur. Bon, comme tout langage, lorsqu'on veut commencer, on fait d'abord des petits trucs. On va voir la syntaxe des commentaires aussi. Parce qu'il faut commenter aussi son code. Par exemple, dans les sites, par exemple, il y a ce qu'on appelle des animations. On peut faire des animations avec du HTML. Des transitions, comment est-ce qu'on quitte comment est-ce qu'on clique ici d'une section à une autre. Vous pouvez créer là des transitions. Parfois, ces transitions-là, c'est parfois des codes qui sont un peu longs. Vous pouvez définir des codes assez longs et il faut commenter parce que si vous travaillez dans une équipe et qu'il y a d'autres personnes qui vont venir maintenir votre code par la suite, il faudrait que quand ils viennent, ils puissent comprendre votre code. Par exemple, laquelle on dit qu'il y a les commentaires. Et pour mettre les commentaires, c'est simple, on utilise cela /étoile,
on définit notre commentaire, on ferme avec étoile slash. Vous voyez, comme vous pouvez constater, la double barre oblique n'est pas utilisée ici là comme dans les langages de programmation. Alors un exemple concret, on dit par exemple là, on veut définir la font family de notre body. Voilà, là on a précisé. On met la body, font family, Vedana. C'est simple que ça. Comme j'ai pourtant dit, on a plusieurs sélecteurs. Donc comme la syntaxe disait, on a le sélecteur, la propriété et sa valeur. On a plusieurs types de sélecteurs qui existent. Je vous rappelle que nous sommes dans la partie théorique de ce cours, donc il faut bien comprendre ce que je dis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et parmi les sélecteurs, on a plusieurs sélecteurs, c'est ce que je voulais dire. Le premier sélecteur, c'est étoile. Par exemple, on veut que tous les éléments de notre HTML ont une propriété, ont un style. Je vous parlais tout à l'heure de la propriété des médias. Par exemple, vous voulez que lorsque quelqu'un veut imprimer votre page, sélectionnez toutes les balises qui c'est par exemple là, on a étoile. Et vous cachez. Display none. Pour faire cela, vous pouvez utiliser ici là le sélecteur étoile. Alors notre sélecteur que vous pouvez utiliser, c'est le sélecteur de type élément. Par exemple, qui vous permet de cibler un élément, c'est-à-dire que ça peut être une balise. En HTML, lorsqu'on parle d'éléments, on fait référence ici là aux balises. Je ne sais pas si nous comprenons. En HTML, lorsqu'on fait référence, lorsqu'on parle d'éléments, cela fait référence aux balises. Par exemple, comme un exemple d'élément, on va citer ici là, par exemple, ça peut être une div, ça peut être un lien, ça peut être un titre. Voilà, par exemple, dans cet exemple, nous avons défini là une div. Alors, le deuxième type de sélecteur qu'on peut avoir, c'est le type EF. Bon, ça, ce n'est que des notations. Hein. Par exemple, ça veut dire quoi? Là, on va sélectionner tous les éléments F qui sont descendants de E. Alors, ça, c'est les sélecteurs de descendance. Par exemple, en guise d'exemple, là, on va sélectionner tous les paragraphes qui sont dans des divs. Donc, ça va sélectionner là tous les paragraphes qui sont dans une balise div. Quels que soient les paragraphes, dès que tu es dans la balise div, on va te styler. On va te dire par exemple que prends la couleur verte. Un autre type de sélecteur, c'est le sélecteur ici là de parenté. En quoi? Enfant. On va dire là, avec ceci par exemple, on a dit E flèche F. Ce sélecteur va me permettre de faire quoi? Sélectionner par exemple tous les éléments de F fils de E. Par exemple, on a dans le document des divs et des paragraphes. Et on veut sélectionner ici là des paragraphes qui sont des fils des divs. Vous allez utiliser là ce sélecteur ici. Div flèche supérieur P. Alors, un autre type, nous avons là les sélecteurs d'identifiant. Par exemple, là, pour sélectionner un identifiant, on va mettre on va toujours préciser JS, à ne pas oublier, on va toujours mettre une JS devant. Vous voyez, quand on faisait le HTML, on a parlé là des attributs. Et lorsqu'on va définir une balise, on va dire par exemple ID égale par exemple nom. Avec on donne un nom unique à cette balise là. ID, on pourra plus utiliser ce ID quelque part. Donc c'est l'élément sur lequel on a défini l'ID là sera unique. Raison pour laquelle on va utiliser le dièse pour voir ici là styliser cet élément là. Donc on utilise la dièse. Par exemple, si on revient
c'est notre exemple de tout à l'heure. Vous voyez ici, on a utilisé cela l'id banner. Sur aucun endroit encore dans cette page, vous verrez, on aurait écrit ID égale banner. Donc le nom qu'on donne à une ID est unique. C'est un identifiant. Ça permet d'identifier de manière unique cette division-ci. Et pour maintenant styler pour pouvoir donner un style à cette div, puisqu'on sait qu'elle est unique, on va utiliser le sélecteur d'identifiant en précédant le nom de l'identifiant par ici le caractère JS. C'est ce qu'on fait ici. Donc on met JS, le nom de l'identifiant, on ouvre nos accolades, on définit notre style en respectant la syntaxe. On a dit propriété, on a dit sélecteur, ça c'est le sélecteur qu'on a mis. On va mettre la propriété, valeur, ainsi de suite. Maintenant on peut vouloir ici là sélectionner des éléments qui ont un identifiant. Là par exemple ici on veut sélectionner une image par exemple qui a un identifiant logo. Donc si dans notre page on a mis un logo que on veut ici sélectionner l'élément img, la balise img. Quand on dit élément on fait référence aux balises qui a pour identifiant logo par exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on on va utiliser ce type de sélecteur. On va dire là on précise l'élément, on met JS, on donne l'identifiant. Par exemple ici on a img JS logo. Ici on va faire quoi? On va la sélectionner une image qui a pour identifiant logo. Vous voyez que c'est très simple. Ne vous inquiétez pas, on va pratiquer, mais il est important de faire d'abord la théorie. Un autre type de sélecteur, c'est le sélecteur d'attributs. Là, par exemple, on peut avoir dans notre document HTML des attributs. Un attribut, par exemple, qui a des valeurs. On veut sélectionner un attribut avec une valeur précise. Par exemple, on pourra avoir l'attribut classe. Et on veut sélectionner l'élément. On a l'élément E. On veut sélectionner parmi les éléments E ayant l'attribut faux dont la valeur est val. Vous voyez que c'est assez simple quoi. Donc avec ça, ça va faire quoi? L'élément E par exemple ayant la valeur val dans l'attribut faux. On a aussi les sélecteurs de classe qui sont les plus utilisés. Avec les sélecteurs de classe, on va pouvoir cibler plusieurs éléments au même moment. Imaginez par exemple que vous voulez donner une couleur, par exemple une couleur blanche, ou bien alors une taille de police 15 à tous les paragraphes. Bon, pas à tous les paragraphes, en fait à des paragraphes précis. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez définir là une règle qui va s'appliquer sur une classe. C'est un sélecteur de type classe. Donc par exemple, là, vous venez là myClass. Donc vous allez mettre classe égale myClass. Et pour cibler cela, vous allez mettre un point. Regardez bien, nous avons un point d'abord et le nom de la classe. Et si vous vous rappelez, pour les identifiants, on avait d'abord JS. Dans le sélecteur, on avait d'abord JS et le nom de l'identifiant. Et pour la classe, on a d'abord point, le nom de la classe. Donc on va la sélectionner ici là. Ou bien alors ce sélecteur-ci va cible tous les éléments ici là qui ont la classe myClass. On va voir ça dans lorsqu'on va pratiquer. On pourra aussi maintenant cibler également les éléments ou alors les balises qui ont ici une classe précise. Par exemple, là on va cibler l'élément E qui a la classe myClass. C'est aussi simple que ça. Bon, pour entrer plus en profondeur, nous allons parler ici des attributs de classe. Alors, les attributs de classe appliquent ici là un style sur un ensemble de balises définies, comme j'ai pourtant dit.
Donc on a plusieurs balises, on veut définir, on a plusieurs balises qu'on va appliquer un style. Que d'aller à chaque fois cibler ces balises, on va définir ce qu'on appelle par exemple un attribut de type classe. Et on va appeler à chaque fois cet attribut là partout où besoin sera. Là, on va prendre l'exemple par exemple des titres. Imaginez que vous avez des titres H1 et que vous ne voulez pas cibler tous les H1. Donc vous allez définir, par exemple, vous avez les H1 dans des sections. Donc on considère que votre page web est constituée en sections. Et que vous ne voulez pas, par exemple, que dans certaines pages, le H1 soit modifié. Par exemple, dans une page où vous pouvez avoir peut-être les titres H3, et il y a des sections, il y a le H3, il y a des sections avec le H3. Mais vous voulez que vous voulez donner un style spécifique à chaque section. À chaque section. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cela définir votre attribut, votre classe section. Donc vous avez dans la balise, par exemple, comme vous pouvez le voir, on a ici la classe, on va définir section. Et ici, pour l'appeler, le sélecteur, comme on a vu tout à l'heure, on va préciser d'abord. Donc on veut appliquer la classe section à tous les H1. Donc on va mettre H1.section. On va dire, ils vont prendre la couleur, ça va prendre la couleur rouge, red. Donc sélecteur, propriété, valeur. Donc cette règle ici va pouvoir être associée à n'importe quelle balise H1. Parce que là on a sélectionné, on a dit que toutes les balises H1 qui ont la classe section, le arrière-plan, le background color sera rouge. C'est ça ici. On précise l'élément H1 de l'attribut classe égale à section en un des titres. Et là pour styler, on dit quoi? H1.section, on donne la couleur, la propriété background color et la valeur red. Ça peut être rouge, ça peut être verte, ça peut être qui est green, ça peut être jaune qui est yellow. Alors comme j'ai dit tantôt, lorsqu'il présentait les différents types d'attributs, on peut vouloir appliquer un style à une seule balise. Donc on veut que le style s'applique uniquement à une balise précise. Par exemple, c'est que le matricule est unique pour un étudiant, par exemple. Si nous sommes dans une page étudiant, ou bien par exemple, on sait que l'email est unique pour chaque utilisateur d'un site web. Ça veut dire que dans le site web, si on va afficher l'email, on veut que l'email s'affiche de manière stylée. On va le cibler, la zone qui a l'email. Si c'est un H1 par exemple, la zone qui a l'email, là on va cibler ça. C'est ce qu'on appelle les identifiants. Ah, j'ai fait une erreur ici. Excusez-moi. Ici, là, c'est plutôt ID. J'ai fait une erreur et j'ai mis plutôt section. C'est plutôt ID ici. Donc, parce qu'on veut, là, on veut cibler. On va appliquer un style à une balise. On va appliquer un style sur une seule et unique balise. Et pour ce faire, on utilise cela les identifiants. Donc là, c'est plutôt les ID. Donc c'est plutôt ID. Excusez-moi, c'est plutôt ID cela. ID. Donc ce n'est pas classe, c'est ID. Donc on va dire ID égale à section. Et ici là, on va mettre que JS. H1 JS. Alors, on va parler là maintenant des propriétés et leurs valeurs. Alors, par exemple, pour définir la couleur, lorsqu'on fait un style, on utilise la propriété color. Et la valeur peut prendre, on peut avoir plusieurs valeurs. Pour définir la couleur, alors, sur tous les exemples qui est présenté avant, pour définir la valeur, j'ai mis là le nom en anglais. Donc, c'est possible. Donc, pour faire cela, on peut donner le nom de la couleur en anglais. Le nom de la couleur, par exemple, il y a red, il y a yellow, il y a orange, il y a blue, il y a sky blue. En fait, toutes les couleurs, vous connaissez en anglais. Parce que les couleurs là sont déjà intégrées au CSS. Donc, toutes les couleurs qui existent en anglais, vous pouvez faire des recherches dessus.
Je laisserai ici là des liens pour ceux qui sont intéressés. On peut utiliser ce qu'on appelle ici là le RGB. Le RGB, on va voir ça dans les exemples, qui va de 0 à 255 pour chaque valeur RGB. Voilà un exemple, RGB 255 0 0. Donc ça c'est la manière pour définir par exemple la propriété couleur. On a le RGB, ici c'est défini ici en pourcentage encore aussi. Donc pourcentage de rouge, pourcentage de rouge, pourcentage de vert, pourcentage de blanc, oui. On a ici là le caractère ici là on a dièse RRGGBB blue. Donc ça c'est une autre méthode pour définir la couleur. On appelle ça en code hexadécimal. Donc, par exemple, les RRGGBB vont ici là de 00 à FF. Hexadécimal, on s'arrête à F. Voilà encore ici la RGB dièse, toujours procédé de dièse, puis c'est les codes de couleur. Après ça, ce sont des codes de couleur. En fait, les deux derniers que vous voyez là sont des codes de couleur. Et RGB sont comprises ici, sont compris tant pour moi entre 0 et F. Ça c'est des exemples, vous voyez. Pour chaque cas, on a des exemples. Donc vous pouvez mettre pause cette vidéo pour bien visualiser cela. Alors un autre truc important lorsqu'on définit cela, les signes, c'est la notion de taille. Donc on a des unités de mesure. Par exemple, on va définir cela, la largeur d'un bloc, la taille d'une image, la taille des écritures. Pour faire cela, il y a les unités. On utilise les unités de taille pour le faire. Et parmi les unités de taille disponibles, on peut utiliser le pourcentage, on peut utiliser le inch, qui est par exemple comme vous pouvez savoir, le pouce. On peut utiliser le centimètre, on peut utiliser le millimètre, on peut utiliser le emp, on peut utiliser le pixel, on peut utiliser le point, on peut utiliser le pc. Donc ce sont des unités, on va appliquer cela. Il est important de connaître d'abord, parce que quand vous connaissez déjà, vous pouvez faire des recherches par la suite. Donc c'est important. Maintenant, nous allons parler ici de l'attribut texte. On a déjà défini la syntaxe. Comment est-ce qu'on écrit une règle CSS? On a dit une règle CSS, c'est quoi? Il y a les sélecteurs, on ouvre les accolades, on a la propriété, on a la valeur. Alors maintenant pour les textes, comment est-ce on peut modifier? On peut styler, donner un style à nos textes. Alors les textes, il y a plusieurs propriétés qu'on peut appliquer à un texte. On peut aligner un texte, on peut le décorer, on peut l'indenter, on peut le transformer, on peut lui donner une couleur, on peut lui donner une taille, on peut lui donner un espacement. Ça c'est ce qui concerne les textes en CSS ou en design. Le premier par exemple c'est le text align. Donc si vous voulez par exemple aligner votre texte soit à gauche, soit à droite, soit au milieu, soit le centré, utilisez la propriété text align qui peut prendre la valeur left, va aligner votre texte à gauche, center qui va centrer votre texte et right qui va positionner votre texte à droite. Donc ça c'est le positionnement du texte. Un autre attribut qu'on peut utiliser, une autre propriété, c'est text decoration. Vous voulez par exemple souligner un texte précis dans votre document. Que utiliser la balise UL à chaque fois. Utiliser UL à chaque fois. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez directement aller créer une classe là par exemple et vous allez définir text decoration et vous mettez underline qui va souligner. À chaque fois que vous allez appeler cette classe, votre texte sera souligné. Il y a maintenant une nouvelle propriété, une autre propriété text indent qui permet cela d'indenter cela. Votre texte, vous connaissez très bien ce que veut dire indenter. Vous avez fait ici le traitement de texte. Comment on va déplacer par exemple le texte vers la droite, de la droite ou bien vers la gauche quoi. Il y a le texte transform. Par exemple, vous voulez mettre votre texte en majuscule, en minuscule, en capitalize, etc. Là, vous utilisez le texte transform. Parce que par exemple, quand vous saisissez par exemple, vous allez enregistrer les éléments en base de données lorsque vous allez créer vos sites. Mais vous ne voulez pas à chaque fois que ce soit vous qui soyez en train de mettre par exemple les textes en gras ou bien faites mettre le texte en majuscule ou en minuscule. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement de créer votre style avec la propriété text transform et là vous allez dire soit uppercase
soit lowercase, soit capitalize, soit every single word. Soit capitalize, tant pour moi. Every single word, c'est pour continuer la description. Alors, vous pouvez définir la couleur d'un texte également. Avec tout ce qu'on a fait précédemment, donc vous allez définir en choisissant votre format, bien évidemment. Il y a des différents formats. Il y en a d'autres. Ça, c'est les principaux qui sont utilisés. Il y a aussi ce qu'on appelle RGBA, mais bon, on va voir ça dans les exemples à venir. Là, on peut aussi, à un texte, vous pouvez également donner ici la line height. Définir la hauteur de chaque ligne de votre texte grâce ici à cette propriété. Et vous pouvez aussi également définir ici l'espacement entre chaque lettre de votre texte, quoi. Donc, c'est les principales propriétés en ce qui concerne les textes. Alors, les propriétés importantes aussi, il y a aussi encore, toujours sur les textes, nous avons aussi là la propriété font size, qui permet cela de définir, comme vous pouvez savoir, comme vous pouvez le voir ici, là, la taille du texte. En dessous, c'est la propriété que je vous ai montré ici. Donc, pour utiliser le pourcentage, pour utiliser cela, centimètres, les millimètres, pour utiliser le M, pour utiliser le point, pour utiliser le PT. Mais le plus souvent, pour la taille, on utilise soit le pixel, soit le EM, et encore il y a un autre, on appelle le REM. Ce sont des tailles qui sont assez, qui sont bien fixées, qui s'appliquent bien, quoi. On va voir ici, là, tous ces détails là, lorsqu'on sera en pratique. Vous pourrez également définir la font family, comme j'ai dit tantôt précédemment. Ça permet de définir ça, les polices utilisées. Et vous pouvez mettre plusieurs. Comme dans l'exemple précédent, vous pouvez rentrer pour voir. Vous avez dit ici là, vous pouvez définir plusieurs font family. Par exemple, quand on met plus, c'est pourquoi? Parce que si on ne trouve pas, par exemple, Vedana, que sans serif puisse s'afficher, ou bien Time New Roman puisse s'afficher. Et quand il y a les espaces ici entre le nom de votre font family, vous devez mettre ici là le nom entre codes. Par exemple, pour Time New Roman, par exemple, vous allez mettre des codes, ou bien comme dans l'exemple précédent, vous allez seulement rentrer, vous allez voir font family. Au niveau de sans serif, on a mis les codes parce qu'ici il y a l'espace. Il y a quelque chose d'important que j'ai oublié de mentionner lorsque je présentais la syntaxe. J'ai dit ici là on a le sélecteur. Par exemple, ça c'est P, on va sélectionner un paragraphe, tous les paragraphes. Maintenant, il y a la propriété. Nous sommes en train de voir la propriété des propriétés et la valeur. Il y a un point virgule à ne pas oublier. Il y a le point virgule à ne pas oublier. C'est ça que j'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure. Vous voyez, à chaque fois, lorsqu'on définit le sélecteur, la propriété, la valeur, il y a un point virgule. Propriété, valeur, point virgule. Propriété, valeur, point virgule. Par exemple, la dernière propriété, on peut retirer là, le point virgule, mais s'il y a déjà deux propriétés, si vous retirez par exemple ce point virgule ici, ça marche plus. Donc c'est ça qu'il fallait que je mentionne. Donc sur les textes, vous pouvez changer également la font win. Donc ça dit quoi? Comment vous mettez votre texte en gras? Vous devez mettre à 500 pour qu'il soit plus gras, à 700, à 800, etc. Vous pouvez changer le style. Par exemple, mettre le style en italique. Il y a plusieurs valeurs possibles. On va voir ça en travaux pratiques. Vous pouvez aussi ajouter ce qu'on appelle un nombre, c'est-à-dire quoi, le text shadow. Par exemple, vous voyez ce texte ici, on peut ajouter un nombre là au texte, créer des ombres sur le texte. Donc, ce text shadow permet de créer des ombres sur le texte. Ça c'est ce qui concerne les textes. Ça veut que tout ça s'applique aussi, le text shadow s'applique aussi. Bon, ça c'est ce qui concerne les textes parce que les autres éléments, c'est un peu différent. Voilà un simple exemple pour appliquer toutes ces propriétés là en ce qui concerne les textes, bien évidemment. Là, par exemple, on a un paragraphe. Le sélecteur ici, c'est un paragraphe. Et on va appliquer toutes nos propriétés. La couleur, on va donner une couleur orange. Vous voyez, le nom ici, c'est en anglais. On va centrer ici là, notre texte, notre paragraphe. Text align center. Donc, le texte de notre paragraphe sera centré. On va souligner ici là tout le texte de notre paragraphe. Donc, text decoration on the line. On va ici mettre je dis ça comment, en lettres capitales, uppercase, en majuscule quoi, texte transform, uppercase, mettre en majuscule. Si on voulait mettre en fait, uppercase pour mettre en majuscule. Si on voulait mettre ici là en minuscule, on devait mettre lower case.
Alors les espacements entre les lettres, on va prendre ça à 10, letter spacing à 10 pixels. La font family, on va mettre la italique. La font weight, le niveau de gras, on va mettre la bold. Ça peut être aussi en pixel, on peut mettre 500 px. La line height, on va essayer la même de la 1.4 UM, donc qui est plus important que le pixel quoi. Et en font family, on a mis la serif, ça peut être Vedana, ça peut être Times New Roman, en fait tout ce que vous connaissez en ce qui concerne les fonts family. Et si vous ne maîtrisez pas, c'est l'occasion d'aller faire des recherches dessus. Au niveau de la font size, vous allez mettre la 1.2, ça peut être 5 pixels, ça peut être 15 pixels, c'est vous qui décidez en fonction de la design que vous voulez apporter à votre site web. Là maintenant nous allons parler ici là de la propriété background. Lorsqu'on veut définir le background, par exemple, on veut définir une couleur d'arrière-plan. Donc le background c'est l'arrière-plan quoi. Ça peut être l'arrière-plan d'un GIF, ça peut être l'arrière-plan d'un document, et ainsi de suite. Donc pour donner une couleur d'arrière-plan, on va utiliser ce qu'on appelle le background color pour définir un arrière-plan. Pour définir un arrière-plan en image, on va mettre la background image. Donc si vous voulez que une image s'affiche en arrière-plan, par exemple de votre division, vous allez utiliser ça le background image. Maintenant il y a la propriété background repeat pour dire si est-ce que notre image va se répéter. Par exemple, vous avez créé une division qui est très large et vous prenez une image qui est très petite. Ce qui va se passer, c'est que votre image étant petite, vous pourrez ici la dupliquer, donc la répéter dans tout le document, d'où le background repeat. Par exemple, ça arrive parfois qu'on veut faire répéter nous-mêmes nos éléments. Par exemple, ça peut être des étoiles que vous avez fait et vous voulez répéter ça dans toute la page. Vous utilisez ça le background repeat. En fait, ce sont les propriétés qui s'accompagnent à la propriété background de base. On a le background attachment et dans le background position. Alors au niveau du background attachment, ça permet de dire un peu ici comment est-ce que l'image va se comporter. Est-ce que ça sera fixe ou est-ce qu'on va pouvoir essayer de la scroller. Nous avons aussi le background position qui permet de définir ici la position ici de votre image, votre background quoi. C'est un peu ça. Et ça c'est les propriétés ainsi qu'on se background. Et il y a un raccourci pour tout cela. Par exemple, le raccourci consiste à faire quoi? Vous définissez c'est quoi? C'est la propriété, c'est background, deux points. Vous donnez directement la couleur sur une ligne. On peut définir, en fait, on peut définir tout ça sur une ligne quoi. En faisant un background, là c'est le nom de la propriété. On donne la couleur. Si c'est une image, on définit l'image. Si on veut répéter, on met c'est la repeat. On définit la propriété, la valeur de repeat, on définit la valeur de l'attachment, on définit la valeur de la position. En fait, on définit chaque valeur directement en une ligne quoi. Et on va voir l'exemple. C'est un exemple très simple. Là, par exemple, on veut définir notre background. On veut que le background ait une couleur noire et une image. Ce qu'on fait, c'est que on fait background. On définit d'abord notre sélecteur cible quoi, c'est le body. Donc on veut que le background s'associe au body. On va dire background color, on va donner black. Vous voyez là on a du black, là on a du black. On définit l'image background image. Alors pour faire cela, la valeur, on précise d'abord URL. URL permet de définir le chemin d'accès à l'image. Lorsqu'on met URL, on définit le chemin d'accès. Donc ici, comment faire pour accéder à l'image sur votre ordinateur, bien d'avoir le dossier dans lequel vous êtes en train de travailler. Et on met bien c'est entre côtes. Et on précise toujours notre point virgule. Background repeat, on dit repeat X. Donc on va répéter suivant l'axe horizontal. Par exemple, là que vous allez voir ici, là on a deux. Vous voyez très bien que on va par exemple 3 images qui s'affichent parce que on a répété sur l'axe horizontal. L'image était n'était pas très grande quoi. Si c'était une image grande qui prenait toute la largeur, elle devait s'afficher sur toute la largeur. Étant donné qu'elle n'est pas très grande et que on veut répéter, voilà, on a précisé là repeat X, donc répéter sur l'axe horizontal. On a là notre background attachment qui est fixe, comme j'ai expliqué, comme je vous ai expliqué précédemment.
Alors pour plus de détails, vous pouvez aller dans faire des recherches, c'est pas compliqué. Le background position, comment est-ce qu'on positionne ici notre background. Voilà, très bien. On avons là notre background, on a dit qu'il prenne le black et une image, donc une arrière-plan noir et une image. Vous voyez que pour que ce soit possible, parce que souvent quand vous faites ça, si l'image est grande, ça va couvrir directement tout le body, par exemple, tout le body autant pour moi. Or pour que l'image soit bien positionnée, vous voyez, on a déplacé cela à 0%, 50%. Donc c'est pour ça que vous voyez ce résultat là. Alors un autre attribut, une nouvelle propriété, notre propriété, c'est la propriété margin, qui va nous permettre de définir cela des marges à nos différents contenus. Et on a plusieurs marges qu'on pourra appliquer. Par exemple, vous allez créer par exemple un paragraphe et vous voulez que le paragraphe là soit espacé. Il y a une marge entre le premier paragraphe et le deuxième paragraphe. Donc vous voulez définir des marges. Vous voyez que avec CSS, vous ne pouvez pas faire ça auparavant. Alors avec HTML, autant pour moi, c'était impossible de le faire. Mais maintenant avec CSS, vous allez pouvoir essayer espacer vos différents éléments sans utiliser ce qu'on appelle la balise BR. Parce que la balise BR est utilisée pour créer des espacements, mais c'est déconseillé. Avec le CSS, vous allez pouvoir essayer faire de définir des marges de manière très correcte. Et pour cela, on peut avoir la marge. On a 4 principales marges. On avons la marge, on a aussi la margin top, qui est quoi, la marge en haut. Donc vous voyez par exemple, my block. My block, c'est notre bloc. On entend dire c'est là quoi, que en haut, comme vous voyez la couleur là, en haut, c'est la marge en haut. À gauche, c'est la marge à gauche, à droite, une marge à droite, une marge en bas. Par exemple, laquelle vous voyez, on a margin top qui sera la marge en haut, donc elle sera espacée du haut. Margin height espacé de la droite, margin bottom espacé du bas, c'est le bottom le bas, et margin left espacé de la gauche. Et un exemple très simple, voici par exemple 2 paragraphes qu'on a. Là par exemple, sans style, par exemple, voici comment ça c'est sans style. Donc on a créé 2 paragraphes. Par exemple, sans style, on a ça sans style. Mais maintenant, avec le style, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il y ait un espacement entre les 2 éléments. Il faut qu'il y ait un espacement entre les 2 éléments avec le style. Donc on dit quoi? On va cibler là nos paragraphes. On va définir une marge de 40 pixels. Vous voyez, la marge est de 40 pixels maintenant. Auparavant, on avait une marge qui était automatique, quoi. Et voilà, ça c'est un exemple particulier en ce qui concerne les tableaux. Alors nous avons vu les tableaux lorsqu'on faisait ici là HTML. Et cette valeur ici là est définie automatique lorsqu'on crée des tableaux. Parce qu'elle est définie elle est choisie par le navigateur. Parce que le CSS est en accord avec le navigateur. Donc si vous utilisez les propriétés qui n'existent pas ou bien que votre navigateur ne reconnaît pas encore, ça sera un peu compliqué. Par exemple, on veut donner une image automatique à la balise table, aux éléments de la balise table. Vous voyez, on va mettre la margin auto et le tableau ici là sera centré automatiquement. Alors à côté des marges, on a ce qu'on appelle le padding. Si c'est pas si vous comprenez, padding, ça veut dire quoi? On va définir ça des marges internes. Le margin, comme on a vu précédemment, on faisait margin, ça permettait de définir la marge externe. Si vous regardez bien, regardez bien ici, regardez les bordures, on n'avait pas d'espacement, quoi. On n'avait pas d'espacement, il fait une erreur tout à l'heure. On n'a pas d'espacement, parce que on veut définir une marge externe, quoi. On n'a pas d'espacement ici, vous voyez, les bordures là, vous voyez, à côté du bien, on n'a pas d'espacement. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut créer un peu d'espacement pour que ce soit plus aéré. Le test doit être aéré. Par exemple, là, quand on définit margin, qui va définir une marge externe. Regardez maintenant là, on a un espacement. Pour montrer cela, il peut prendre du crayon. Vous voyez là, on a les espacements maintenant. On a les espacements. On a les espacements. Il y en a l'espacement. Bon, c'est ce que je voulais montrer. Là, c'est la marge externe. Et ainsi, concerne le padding ou encore marge externe, ça va nous permettre là de définir une marge
externe à un contenu. Image interne autant pour moi. Excusez. On va définir une page externe, interne autant pour moi. Donc là, par exemple, à l'intérieur, on aura des images à l'intérieur. Donc voilà, là c'est notre bloc. On va définir l'image interne. Donc le bloc là aura des images internes par rapport à son contenu. Le padding, c'est la même chose que le padding. On aura le padding top, le padding right, le padding bottom et le padding left. Donc, top pour dire le haut, right pour dire la droite, bottom pour dire le bas et left pour dire la gauche. Et il y a un exemple palpable. On va prendre l'exemple ici là des cellules d'un tableau. Par exemple là, on va définir un padding de 10 pixels, 40 pixels, 10 pixels, 40 pixels. Voilà, on a défini ça de manière inline, sur une seule ligne. Donc c'est exactement, donc le premier élément correspond ici à quoi? Comme vous pouvez le voir, à padding top. Après le padding top, c'est le padding right. Après le padding right, c'est le après le padding right, c'est le padding bottom. Après le padding bottom, c'est le padding left. Donc ça va du haut, droite, bas, gauche. Donc enfin haut, droite, bas, gauche. Haut, droite, bas, gauche. C'est à retenir. C'est comme ça que les styles s'appliquent. Vous voyez, à la deuxième cellule, on dit quoi? On dit 2 pixels. On donne un padding de 2 pixels directement et un texte là de right. Vous voyez ici que sur pour la règle, la deuxième règle ici, on dit qu'au TD on va faire quoi? On va donner un padding de 20 pixels. Ça veut dire quand on dit padding 20 pixels, quoi, il va définir toutes les valeurs là à 20. Par exemple, ici on avait défini pour chacun, mais ici il va définir à 20 pour tout le monde. C'est un peu ça. Et censé, vous voyez que le tableau censé va être comme ça. Mais lorsqu'on aura défini ce style, le tableau sera comme ça. Vous voyez que c'est plus beau, c'est plus agréable. Par rapport à ce tableau, vous voyez que il n'y a pas match quoi. C'est assez joli. Maintenant, à côté des marges, des padding, on a ce qu'on appelle ça les bordures. On peut voir cela définir des bordures. On peut dire que bon, notre document doit avoir des bordures. La bordure doit être stylée comme ci, comme ça. Et pour ce faire, on utilise ce qu'on appelle le border. Par exemple, là, on a le border width. On peut définir cela. On peut définir peut-être la position également d'une bordure. On peut définir la taille d'une bordure. On peut définir le style du bordure. On peut définir ici là la couleur de la bordure. On peut définir ici là le border collapse. Comment est-ce que la bordure est je vais dire ça comment? Je vais prendre l'exemple des tableaux. Le tableau ont des cellules. Est-ce que les bordures par exemple des différentes cellules ici vont se croiser ou est-ce qu'on va les séparer? C'est quoi? C'est ce à quoi c'est le border collapse. Vous allez voir par exemple dans les tableaux. Bon, si je viens ici par exemple, l'autre exemple ici, on pourra dire ici là par exemple que chaque cellule ci est sa propre bordure. Je ne sais pas si vous comprenez. Déjà, l'exemple vaut mieux que la pratique. Je vais prendre par exemple, voilà un tableau. Il va faire, vous allez excuser mon dessin. Il considère que voilà notre tableau initial. On peut dire que bon, le border collapse permet de faire ça par exemple. Pour ne pas que le tableau soit en fait les bordures sont collées. On peut les séparer, les bordures. On peut faire ça. Donc le tableau sera comme ça maintenant. On peut faire ça. Donc chaque cellule aura sa propre bordure. C'est le border collapse qui va nous permettre de faire ça. Donc ça correspond à ce tableau-ci en utilisant ici là les border collapse. Donc avec le border collapse on pourra dire ça. Donc éviter que les éléments du tableau soient les bordures du tableau soient collés en fait, soient croisés. Donc et il y aura le border, la position ici là de notre bordure. Je reprends mon pointeur. Donc, en ce qui concerne la position, il y aura le border top, le border bottom, le border left, le border right. Alors, comme tous les autres propriétés,
top pour dire la bordure haute, en haut la bordure en bas, la bordure à gauche, la bordure à droite. Alors il y a un exemple vaut mieux que la leçon. Alors, par exemple, on veut définir notre tableau. Alors vous pouvez imaginer comment on aura le tableau. Donc dès qu'on aura défini ceci dans un fichier, on va juste aller l'appeler, on va juste l'inclure dans le fichier HTML qu'on est en train de créer et il va s'appliquer. Puisque si on a ciblé, si vous constatez bien, on a ciblé juste les éléments. On a ciblé la balise table, on a ciblé ça, le table header, on a ciblé table, notre cellule, table data. On a la bordure ici, border, on a donné ça en une ligne, on a dit 5 pixels, la bordure, vous voyez, 5 pixels, la bordure sera solide et il y aura une couleur verte. Alors regardez ici, quand on a dit les bordures, on a la bordure width qui sera 5 pixels, donc c'est quoi, la dimension, la taille de la bordure, et le style, on a dit ça sera solide, ça dit quoi, il y a plusieurs styles, il y a solide, il y a d'autres, solide veut dire quoi, ça veut dire que on aura une bordure comme ça. Alors il y a notre type de bordure qui sera peut être comme ça, d'autres, vous pouvez avoir une bordure comme ça. Ça c'est notre type de bordure. Ça c'est le border style. En fait, on a le style ci, on a ce style ci. Vous pouvez faire des recherches pour entrer plus en profondeur. On a aussi la couleur également, comme vous pouvez le voir. Tu vois ici on a donné la couleur green. Et au niveau du border collapse, on a dit que ce sera collapse. Ainsi de suite. Donc c'est la même chose. Et ça c'est une deuxième méthode. On dit padding. Vous voyez ici là. Le deuxième exemple ici défini pour chacun. Haut, droite, bas, gauche. Donc on a défini. Alors ici là par exemple, ici les bordures, on aura en haut, à droite, en bas, à gauche, on aura la même bordure. Exact, une bordure exacte. Or ici, on a défini le haut, on a défini la droite, on a défini la gauche, on a défini la gauche, pardon. On a défini haut, on a défini top, right, bottom, left. On a défini chacun séparément. Vous voyez là, là on vient de... Enfin, ça c'était pour la marge, autant pour moi. Mais au niveau de border bottom, vous voyez ici, il veut préciser, il veut uniquement, on veut uniquement, et c'est là une bordure au niveau du bas de la cellule. Raison pour laquelle il donne la dimension border width à 3 pixels. On donne cela à dotted, le style, dotted, on aura une bordure comme ça. Et il y en a qui sera rouge. Maintenant ici on définit une bordure left à gauche, une bordure left, même chose, on donne 1 pixel. C'est quoi la dimension border width 1 pixel. Border style qui est solide, ça sera plutôt maintenant comme ça, bordure solide. Et maintenant, donc comme il a défini left, c'est vrai que la bordure sera comme ça. Ça sera solide, comme si c'était ici c'était bottom, on enregistre un truc comme ça. Et la couleur sera bleue pour le border left. Celle-ci sera bleue, celle-ci sera rouge. Même chose pour TD, il définit un padding de 20 pixels, c'est-à-dire quoi, la marge interne. Pour le padding, par exemple, voici notre boîte. Le contenu qui sera ici. La marge interne, voici notre boîte. Par exemple, voici notre TD par exemple. Il dit que bon, TD, marge interne, 20 pixels, ça veut dire quoi? Si on a un contenu, voici par exemple le contenu. Le contenu va se placer à 20 pixels à partir du 20e pixel à chaque fois, à partir du 25 pixels, à partir du 25 pixels que le contenu va se placer. C'est ça le padding. Text align right, c'est à dire quoi? Si on a un texte à l'intérieur, il va s'appliquer à droite. Border bottom, c'est à dire quoi? Il définit une bordure pour le bas de 1 pixel, donc ça sera de 1 pixel ici, ça sera solide et une couleur bleue. Alors voyons le résultat. Vous voyez que le résultat est palpable, comme j'ai pourtant dit. Vous voyez un résultat qui est palpable. Voici notre table
on a dit quoi? La bordure est de 5 pixels. Voilà, une bordure verte de 5 pixels. Vous voyez là, on a une bordure verte de 5 pixels. Un border collapse. Collapse, c'est-à-dire quoi? On collapse veut dire que tous les... En fait, les bordures seront aussi là croisées. Les tableaux sont croisés. On les mélange, quoi. Si on n'avait pas dit collapse, vous avez déjà vu les tableaux. Ils ont l'air parfois d'être... enfin, ils ont l'air d'être séparés. Ouais, c'est souvent collé là, comme ça. Comme ça. En fait, j'ai expliqué ça derrière. Donc, c'est un peu collé là, parfois. Bon, collapse permet de faire quoi? De croiser ça. Pour qu'il n'y ait pas d'espacement entre les... Il n'y a pas d'espacement entre les éléments, quoi. Donc, par exemple, là, on a mis collapse. Et maintenant, le table header, ça c'est ça, le table header, dit quoi? On aura ici un border, un padding de 10 pixels. C'est-à-dire que, regardez, somme là 10 pixels, on aura 10 pixels d'écart entre le contenu et la cellule, en fait. Au niveau du border bottom, on a dit quoi? Un truc de 3 pixels 8. Ça ici. Ça c'est notre le border bottom. Ceci. Et maintenant border left. Solid blue. Ça ici. C'est le border left. Ainsi de suite. Donc vous pouvez voir au niveau du texte qu'on a dit, le texte TD. C'était où là? C'était derrière. Oui. Vous voyez que c'est assez facile, quoi. Maintenant, on va passer ici là aux attributs sur les listes. Encore une erreur sur le titre, désolé. Alors pour personnaliser nos listes, on va utiliser cela. On va sélectionner l'élément avec le sélecteur UL. Alors, lorsqu'on faisait le HTML, on avait dit cela qu'on avait les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Alors, parmi les listes ordonnées, on peut cela définir le style, avec ici là la propriété list style type, pour définir le type de liste. Pour définir, on peut définir ça la position du style, on peut définir le list style image. Le list image permet de faire quoi? Par exemple, une liste, on avait des points, on avait des points. On peut décider que les points soient plutôt des losanges. On peut décider que ces points là soient plutôt des images. Donc c'est possible que lorsqu'on définit une liste. Là par exemple, on dit quoi? On va sélectionner notre sélecteur UL. On dit quoi? Le type de liste, ce sera disque. Donc on aura une disque à la place. Donc lorsqu'on va lister les éléments, ce sera de type disque. La position sera outside. Et on va mettre des images à la place. Ici on voit, on va mettre des images à la place. Donc on va mettre des images. Lorsqu'on va faire des listes, on a des images. Alors on va voir tout ça lorsqu'on sera ici en Tipeee. Et c'est parce que je vous ai dit, l'informatique c'est la théorie et la pratique. On ne peut pas faire de pratique sans théorie. C'est l'objectif de mes formations. Alors il est aussi possible de pouvoir déboguer dans votre navigateur. Pour pouvoir inspecter votre code. Une fois que vous avez tapé votre code, vous pouvez cela l'inspecter pour pouvoir essayer d'apporter des modifications pour pouvoir voir ce qui ne marche pas. Par exemple, parfois lorsque vous définissez par exemple des bordures ou bien quoi que ce soit, il peut y avoir des éléments qui empêchent d'autres de fonctionner. Et pour pouvoir voir ce qui se passe, ou bien pour pouvoir voir qu'est-ce qui ne marche pas, vous allez cela inspecter votre code. C'est ça qu'on appelle le débogage dans votre navigateur. Alors pour le faire c'est simple, vous allez juste faire un clic sur votre navigateur et pouvoir inspecter. Alors je vais vous montrer ça en pratique. Donc ce que vous faites c'est quoi? Faites un clic droit sur n'importe quel élément à inspecter. Vous allez voir toutes les règles et vous allez cliquer sur la règle que vous voulez inspecter. Là c'est un exemple, nous sommes dans Chrome par exemple, nous allons faire un clic droit. On est là par exemple sur le CV que vous avez demandé de construire. Lorsqu'on a fait le clic droit, on a dit inspecter, voilà ce que ça nous présente. Lorsqu'on clique sur élément, ça nous présente notre structure HTML. Et à côté, vous allez voir, on a la structure du CSS. À chaque fois, si on clique sur un élément, par exemple, on a cliqué sur l'élément picture. On a là les styles qui sont appliqués à picture. Vous voyez là, il y a d'abord média qui précise le type de média. On a picture qui était sélecteur d'identifiant qu'on a utilisé. On a centré l'élément.
On a la div qui a été définie là. Et en fait, on a tous les sites. Donc, ça permet d'inspecter votre code pour voir s'il y a un problème ou bien pouvoir le modifier en live directement et voir des modifications. Alors, c'était tout pour cette formation développement web avec le CSS. Ça, c'était une introduction au CSS. Dans les prochaines vidéos, nous allons pratiquer davantage afin d'approfondir nos connaissances. Alors, pour TP, vous allez réaliser, vous allez compléter l'ancien travail que vous avez demandé. Donc, je veux avoir ce visuel-ci. Donc, vous avez une semaine pour le faire et m'envoyer vos propositions. On va corriger et organiser des séances de correction. Alors, n'hésitez pas, il y a les contacts en bas de la vidéo. Lorsque vous avez fini, vous me contactez ou bien vous rejoignez notre Telegram privé et nous allons essayer de discuter sur les travaux. Donc, vous allez réaliser ça exactement comme vous voyez là. Donc, vous allez là, vous allez définir votre page. On aura là votre nom, votre photo. On aura là votre menu qui aura des liens qui seront des liens. On aura votre description. On aura vos langages de programmation. Vous allez citer au moins 10. On aura là vos systèmes d'exploitation. Vous allez citer les systèmes d'exploitation que vous aimez. On aura au moins 8. Les langues que vous parlez. En fait, vous allez faire la même chose. Vous aurez le texte là. En fait, vous allez reproduire ceci avec vos informations quoi. Et j'attends ça pour une semaine. Donc d'ici donc j'attends ça pour une semaine. Vous avez une semaine pour envoyer cela. Je ne peux pas donner des dates, c'est bon. Alors bon, nous avons terminé. Je peux vous montrer légèrement un petit travail pratique là pour qu'on puisse inspecter nous-mêmes notre code. Là par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai déjà créé, par exemple dans mon dossier, j'ai par exemple là une image. Je vais pouvoir définir par exemple une div. Div, je vais donner définir une div, je vais donner une classe, je donne une classe web. On va mettre l'entité H1, le web, on va créer une autre div. Ouais, pour aller rapidement, je vais coller. Pourquoi ça fait ça? Là, je vais mettre le CSS. Mais là, le HTML. Maintenant, on applique rapidement ce qu'on a fait. Il dit qu'on pouvait définir notre style directement dans la balise en faisant cela style. On précise l'attribut style. On donne là la couleur. On donne notre couleur. Par exemple, je vais la couleur bleue. Mais couleur bleu. Mais notre point virgule. J'enregistre. Si j'enregistre cela et que je m'en vais ici là actualiser mon navigateur, vous verrez très bien le changement. Vous voyez là, mon texte a une couleur bleue, comme vous pouvez le constater.
Si je m'en vais ici et copie ça, bon, pour être rapide, il peut donner un background couleur ici, de couleur rouge. Vous voyez, mon background est rouge. Ça, c'est du CSS. Alors, je vous ai dit que cette méthode n'est pas très recommandée. Raison pour laquelle on va l'abandonner et on va passer à la méthode la plus recommandée. Donc, on avait dit quoi pour faire appliquer du style à notre page de manière professionnelle, pour travailler de manière professionnelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau fichier CSS. Là, c'est mon dossier de travail. Donc, dans mon dossier, j'ai le fichier index.html. Je vous avais expliqué pourquoi. Là, je peux créer un nouveau fichier et mettre là main.css. Vous avez dit les fichiers, nos fichiers représentation, nos fichiers CSS représentation main.css. Là, maintenant, il pourrait essayer de définir tous mes styles. Je sais que dans mon document, j'ai créé 3 divs avec la classe web. Donc, vous êtes tantôt dit, avec la classe web, ça veut dire qu'il veut sélectionner une classe. Donc, il veut mettre la point, puisque c'est une classe, il veut mettre point web. Lorsqu'il met point web, il peut dire que bon, tous mes, il veut dire point, il veut dire par exemple que couleur d'arrière-plan. Bon, une couleur d'arrière-plan ne va pas donner. Il veut dire la couleur du texte, je mettre ça en bleu. Maintenant mon point virgule et j'enregistre. Si je m'en vais actualiser, rien ne marche. Oui, rien ne marche, bien évidemment, parce que je n'ai pas inclus mon fichier dans mon document HTML. Ce que je fais, c'est qu'il faut que j'inclue mon fichier. J'ai dit que pour inclure, on utilise cela, la balise link. Et on va linker notre CSS. Et précise bien la balise link, rel style sheet, le reft. Et précise le fichier, comment j'accède ici là à mon fichier, puisque je suis dans le même dossier, je suis dans le dossier labs. Et mon fichier est à l'intérieur. Bon, j'ai fait une erreur sur le nom. Il doit avoir un problème. Puisque c'est main.css. Vous pouvez préciser le type. Type. Text/c. Pour être plus précis. Vous voyez, si je m'en vais actualiser, ça marche. Tu peux décider de venir dans mon CSS. Vous voyez, c'est 2 fichiers différents. Je veux sélectionner l'élément body. Donc ça, c'est un sélecteur d'éléments. Display. Non. Vous voyez, rien ne s'affiche. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser lorsque vous voulez, par exemple, lors de l'impression. Lorsqu'on va vouloir imprimer, vous dites display non. Donc, en fait, on va voir ça lorsqu'on sera plus avancé. Il y a ce qu'on appelle cela les media query. Il permet de définir des styles personnalisés. Donc, c'était tout. Maintenant, on va voir le dernier. Si j'efface ça, pour commenter, je vous ai dit qu'on commentait avec les accolades au ventre, accolades avec les slash étoile slash. Ça, c'était pour commenter. Donc, si j'actualise là, mon contenu revient. Et maintenant, je vous ai parlé cela de l'inspection. Comment déboguer. Là, par exemple, je fais un clic droit dans mon navigateur. On clique là sur inspecter. Lorsqu'on clique sur inspecter, qu'est-ce qui se passe? On aura ici là le débogueur de notre navigateur qui va ici là s'afficher. Et on pourra ici là inspecter les différents éléments. Vous voyez par exemple là, tu pourras ici là, il pourrait cliquer ici là sur cette flèche-ci, sélectionner mon élément, par exemple l'élément web. Quand je clique dessus, quand il vient dans style, on me dit que web là c'est un H1, comme vous pouvez le voir ici là, et c'est un bloc, ça taille par défaut. Vous voyez que le style qui est ici, ce sont des styles que moi je n'ai pas défini en fait. Donc le navigateur a défini des styles par défaut. Par exemple, ils ont dit display c'est bloc, la font size c'est 2em, la margin block start ils ont dit donner ça à 0,66
cette EM. En fait, ils ont défini un tas de propriétés que moi je n'ai pas défini en fait. Et maintenant, je peux les modifier directement dans mon navigateur parfois. Bon, ça c'est les trucs par défaut qu'ils ont définis. Mais si moi je prends par exemple ça, vous allez voir que ça marche. C'est la déclaration, on dit qu'on règle. Vous voyez, c'est par défaut, il ne peut pas modifier. Aussi, il vient par exemple sur web que moi-même j'ai défini, il peut modifier cela. Par exemple, j'ai dit web couleur par défaut, c'est bleu. Je peux changer ça directement ici à orange. Oui, ça change automatiquement. Donc ça, c'est une manière que vous pouvez utiliser pour travailler. Parce que lorsque vous êtes en train de développer, aller modifier dans le code et revenir, cela parfois c'est un peu évident. Donc vous pouvez directement modifier cela pour voir les changements. Parce que ça peut être au niveau de l'agencement, des marges. Vous pouvez modifier cela pour voir à chaque fois, dès que ça marche, vous copiez le code. Vous allez coller cela dans votre navigateur. Par exemple là, bon, on va s'arrêter là. Cette vidéo a duré. C'était tout. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Nous allons nous retrouver dans la deuxième partie. Nous allons entrer en profondeur et nous allons plus pratiquer. Alors, la deuxième vidéo sera plus pratique et sera plus concise. Alors, je vous invite ici là à réaliser votre TP comme demandé. Et là, dans la prochaine vidéo, nous allons passer à la pratique. On se retrouve à la prochaine.